Edmund Campé est né en 1948 à Burbank, en Californie, dans un monde qui, dès son plus jeune âge, semblait voué à le rejeter. Fils d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et d'une mère dominatrice, il est plongé dans un environnement familial où l'amour et la tendresse sont cruellement absents. Cette mère, qui exerce une forte emprise sur lui, le critique fréquemment et lui reproche ses comportements, créant un fossé émotionnel qui affectera profondément la psychologie du jeune Ed. Grand et intelligent, avec un QI de 136, il est un garçon précoce, mais sa sensibilité et son intelligence ne font qu'accentuer son sentiment de solitude et d'incompréhension. Enfant, Ed ressent le poids de l'isolement, accentué par les comportements autoritaires de sa mère. Elle le confine souvent dans le sous-sol de leur maison, prétendant qu'il est un danger pour ses sœurs, bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes de cela. Cette expérience l'isole du reste de la famille et renforce un sentiment de rejet et d'abandon. Grandissant dans l'ombre, il développe des pensées sombres, peuplées de violence et de ressentiment. Mais en apparence, Ed reste calme et poli, conservant un certain contrôle de lui-même malgré le vide émotionnel qui grandit en lui. L'enfance d'Ed est marquée par des épisodes qui, rétrospectivement, révèlent les signes avant-coureurs d'un esprit en conflit. Son rapport à la violence commence tôt, un comportement que les spécialistes associent souvent aux personnes qui ont subi des traumatismes importants. Fasciné par les outils de dissection et le fonctionnement du corps humain, Ed montre un intérêt troublant pour les aspects sombres de la nature humaine. Mais à cette époque, son entourage n'y voit qu'une simple curiosité, ne réalisant pas encore que ses premières manifestations seront les prémices d'une trajectoire dangereuse. À l'adolescence, Ed commence à montrer des comportements alarmants. Isolé et rejeté par ses camarades de classe en raison de sa taille imposante et de son caractère introverti, il se réfugie dans des pensées de plus en plus sombres. Il se sent incompris, éloigné des autres, et cet isolement émotionnel renforce en lui un désir d'affirmer son existence, de se faire entendre, mais d'une manière qui ne respecte pas les normes sociales. Il rêve de puissance et de contrôle, des éléments qui viendront plus tard nourrir sa quête obsessionnelle de reconnaissance. Mais malgré cette lutte intérieure, Ed est un adolescent qui, extérieurement, semble maîtriser ses émotions. Son intelligence lui permet de manipuler son environnement, de donner l'image d'un garçon stable et réfléchi, masquant ainsi ses pensées les plus sombres. En grandissant, il apprend à dissimuler ses véritables intentions, s'adaptant aux attentes des autres tout en cultivant en secret ses propres fascinations. À 15 ans, l'histoire d'Ed prend une tournure qui marquera un tournant décisif dans sa vie. Incapable de supporter davantage le contrôle de sa mère et le poids de sa solitude, il quitte la maison et part vivre avec son père. Mais cette rencontre tant espérée avec son père tourne rapidement court, l'accueil est glacial, et le père d'Ed, qui s'est remarié et a fondé une nouvelle famille, semble peu disposé à renouer avec son fils. Une nouvelle déception pour le jeune adolescent qui, une fois de plus, se sent rejeté et trahi par les siens. Cette série de désillusions successives alimente une colère sourde et constante chez Ed. Il retourne finalement chez ses grands-parents maternels, espérant y trouver la paix et un semblant de stabilité. Mais ici aussi, le conflit persiste. Son grand-père et sa grand-mère le surveillent de près, inquiets de ses comportements étranges et de ses accès de colère. Ce climat de tension constante devient insupportable pour Ed, dont l'esprit se fissure sous le poids de cette succession de traumatismes. Les premiers signes tangibles d'une rupture psychologique surviennent peu de temps après. En 1964, Ed, alors âgé de 15 ans, franchit une ligne irréversible. Marqué par une colère contenue et des pensées destructrices, il commet un acte qui le conduira directement dans un centre psychiatrique pour mineurs, où il sera examiné par une équipe de spécialistes. Ce premier acte de violence contre ses propres grands-parents sera le début d'une longue descente aux enfers, une plongée dans les méandres d'un esprit tourmenté par le désir de contrôler et de dominer. Pendant son séjour dans cette institution, les psychiatres découvrent en Ed un esprit complexe et déroutant. Intelligent et manipulateur, il parvient à tromper plusieurs des spécialistes qui tentent de comprendre les racines de sa violence. Son QI élevé lui permet de jouer avec les attentes de ses médecins, de feindre la réhabilitation tout en continuant de nourrir ses pensées sombres. Libéré après quelques années, il semble apaisé, prêt à repartir de zéro, mais en réalité, l'esprit d'Ed est plus sombre et plus déterminé que jamais. ** chapitre 2, la libération et la fausse réhabilitation ***. En 1969, Ed Campé sort de l'institution psychiatrique où il a passé plusieurs années sous observation. À 21 ans, il semble avoir fait des progrès, du moins en apparence. Les médecins, convaincus de son rétablissement, le déclarent apte à retourner dans la société. Pourtant, cette décision sera lourde de conséquences, car l'esprit d'Ed n'a jamais vraiment guéri, il a simplement appris à cacher ses véritables intentions, perfectionnant sa capacité à manipuler ceux qui l'entourent.
De retour chez sa mère, Ed retrouve un environnement chargé de tension et de ressentiment. Sa mère, Clarnell, continue de le critiquer et de le rabaisser, alimentant encore sa colère et son désir de contrôle. Cette relation conflictuelle, basée sur des années de reproches et de mépris, devient un terrain fertile pour l'émergence de nouvelles pensées sombres. Sa mère, en quelque sorte, incarne pour lui une figure d'autorité qu'il souhaite défier et contrôler, mais dont il ne parvient jamais à obtenir l'approbation ou l'amour. Pour apaiser son esprit tourmenté, Ed commence à conduire pendant des heures à travers la Californie. Cette errance nocturne lui procure un étrange sentiment de liberté, un moment de solitude où il peut laisser libre cours à ses pensées, loin de l'influence de sa mère. Durant ses escapades, il découvre les campus universitaires où de jeunes étudiantes se promènent, insouciantes et pleines de vie. C'est dans ces moments d'errance qu'il commence à nourrir une fascination troublante pour ces jeunes femmes, symboles d'une innocence et d'une liberté qui lui ont été refusées. Cette fascination se transforme peu à peu en obsession. Ed, avec son intelligence et sa capacité d'analyse, se met à planifier minutieusement chacun de ses gestes. Il achète une voiture, qu'il équipe de divers accessoires pour rendre son habitacle sûr et isolé. Ce véhicule devient son refuge, un espace clos où il peut exercer un contrôle total, un moyen de donner forme à ses pensées obscures. Le simple fait de conduire autour des campus et d'observer les étudiantes devient pour lui un rituel, une routine qui le rassure et qui, paradoxalement, lui donne une forme de contrôle sur sa propre vie. En apparence, Ed reste calme et respectueux, intégrant une communauté qui ne se doute de rien. Il fréquente des bars, engage des conversations banales avec ses voisins et tente même de se lier avec des amis, cherchant à paraître normal. Cette façade lui permet de s'intégrer, d'observer ses potentielles victimes sans éveiller les soupçons. Les étudiantes qui font de l'autostop ne se méfient pas de cet homme grand et poli qui leur propose de les déposer. Elles ignorent que derrière ce sourire courtois se cache une volonté de dominer et de contrôler. Le premier passage à l'acte survient au début des années 70. Après des mois de préparation, Ed prend en charge 2 jeunes étudiantes qui lui demandent de les emmener en dehors de la ville. La tension est palpable, un mélange d'anticipation et de peur, mais Ed parvient à dissimuler ses émotions, engageant une conversation amicale pour détendre l'atmosphère. Dans son esprit, il est déterminé à franchir cette ligne, à matérialiser ses pensées par des actions. Ce moment marque un point de non-retour, une libération de ses pulsions qui, jusqu'ici, n'étaient que des fantasmes enfermés dans son esprit. Une fois seul avec elle, dans une zone isolée, il réalise l'ampleur de ses actions. Pourtant, loin de le troubler, cette réalisation semble lui apporter une forme de satisfaction sombre. À cet instant, il éprouve un sentiment de puissance, comme s'il tenait entre ses mains le contrôle de sa propre existence et de celle des autres. Ce premier acte n'est pas seulement un crime. C'est pour lui un moyen d'exprimer un besoin viscéral de contrôle et de domination, un désir profondément ancré qui puise ses racines dans des années de rejet et de ressentiment. La nouvelle de la disparition des jeunes filles provoque un choc dans la communauté, mais personne ne suspecte Ed. Il parvient à cacher ses traces, à dissimuler ses intentions, continuant de mener une vie apparemment normale. Sa mère, malgré ses soupçons, ignore tout de ses activités nocturnes. Ed, quant à lui, prend goût à ce pouvoir, à cette capacité d'agir en toute impunité. C'est comme s'il avait enfin trouvé un moyen de dominer un monde qui, pendant des années, l'avait rejeté et ignoré. À partir de là, Ed perfectionne son modus operandi, utilisant son intelligence pour planifier méticuleusement chaque détail. Chaque rencontre devient pour lui une occasion de prouver sa supériorité, de manipuler son entourage, de dominer la vie d'autrui. Il sait se montrer rassurant, utiliser des phrases banales pour mettre ses victimes en confiance, un jeu de manipulation qu'il maîtrise de mieux en mieux. Ce désir de contrôle devient sa raison de vivre, une obsession qui le pousse à franchir des limites de plus en plus dangereuses. Au fur et à mesure, Ed se forge une double vie. D'un côté, il est ce jeune homme calme et poli, sans histoire, qui vit sous le toit de sa mère. De l'autre, il est ce prédateur méthodique, calculateur, qui exerce une emprise invisible mais implacable sur celle qui croise son chemin. Pourtant, derrière cette façade de contrôle, son esprit est en proie à des tourments profonds, une lutte incessante entre sa volonté d'affirmer son pouvoir et les souvenirs de rejet qui hantent encore ses nuits. Ce chapitre s'achève sur une note de tension palpable, alors qu'Ed, plus déterminé que jamais, continue son parcours destructeur, poussant sans cesse les limites de son propre contrôle. Sa quête de domination et de reconnaissance, imprégnée de souffrance et de désillusion, le pousse à explorer des territoires de plus en plus sombres. Après chaque passage à l'acte, Ed ressent un étrange mélange d'exaltation et de calme. Son besoin de contrôle et de domination trouve satisfaction dans ces moments où il se sent tout puissant,
comme s'il avait enfin pris sa revanche sur les injustices et les souffrances de son passé. Mais malgré cet apaisement temporaire, il sait qu'il doit redoubler de prudence. Les autorités et les médias commencent à parler de ces disparitions mystérieuses, et une ombre de suspicion plane désormais au-dessus de la ville. Cependant, Ed, doté de son intelligence remarquable, anticipe chaque détail, chaque précaution à prendre pour éviter toute erreur. Dans cette dualité où il se perd de plus en plus, Ed parvient à s'intégrer au sein de la communauté. Il a conscience de l'importance de sa façade. Il fréquente les bars et les cafés locaux, engage des conversations anodines, et devient même un habitué de certains lieux de rencontre. Il apprend à jouer ce rôle de citoyen ordinaire, calme et sans histoire, un jeune homme qui inspire la confiance. Pour lui, c'est presque un jeu, se montrer sous son meilleur jour, susciter la sympathie et la bienveillance de ceux qui l'entourent. C'est cette capacité à manipuler et à contrôler son image qui le rend si insaisissable. Mais derrière ce masque se cachent des pensées de plus en plus sombres. Chaque rencontre avec une jeune femme, chaque sourire qu'il échange avec une inconnue, nourrit en lui des impulsions qu'il peine de plus en plus à contenir. Il sait qu'il franchira à nouveau cette ligne, que le désir de contrôle et de domination est devenu un besoin incontrôlable. Sa vie semble désormais dictée par ses pulsions, une obsession qui ne lui laisse aucun répit. Dans un effort de rationalisation, Ed tente parfois de se convaincre qu'il peut retrouver une vie normale, qu'il peut contenir ses désirs. Il essaie même d'explorer des centres d'intérêt ordinaires, s'immergeant dans des lectures ou des activités qui pourraient l'occuper. Mais ces tentatives sont vaines, le poids de ses pulsions est bien trop fort. L'illusion d'une normalité est brisée par le retour incessant de ses pensées qui l'obsèdent. Peu à peu, il réalise qu'il est prisonnier de sa propre quête de contrôle. Au fil des mois, Ed développe des techniques de plus en plus perfectionnées. Il utilise ses capacités intellectuelles pour analyser les habitudes de ses victimes potentielles, anticiper leurs réactions, et prévoir tous les scénarios possibles. Sa voiture devient un élément clé de son plan. Il adapte les sièges, choisit des lieux précis pour s'arrêter et propose de l'aide à celles qui lui semblent vulnérables. Chaque détail est calculé pour qu'il puisse garder une emprise totale sur la situation. Dans cette mise en scène, il devient le maître de son propre univers, un acteur jouant un rôle où il contrôle chaque interaction. Sa vie est désormais entièrement gouvernée par ce jeu de contrôle, une emprise mentale et physique qu'il exerce sans pitié. Ses relations sociales, bien que superficielles, lui servent de camouflage. Son apparente stabilité et sa politesse rassurent ceux qui croisent sa route. Pourtant, sous cette façade se cache un esprit en perpétuelle ébullition, tourmenté par des pensées qu'il peine à dompter. À chaque nouvel acte, il repousse les limites de ce qu'il croyait possible, s'enfonçant dans des territoires de plus en plus sombres. Malgré la complexité de son comportement, Ed ressent parfois des moments de doute, comme des éclairs de conscience qui le traversent brièvement. Il se demande s'il est vraiment maître de ses actions ou s'il est lui-même victime de quelque chose qui le dépasse. Ces rares instants de lucidité sont cependant vite balayés par l'intensité de son désir de contrôle. Loin de chercher de l'aide, il se renferme davantage, incapable de concevoir la vie autrement que sous cette emprise qu'il exerce sur les autres. Un jour, lors de l'une de ses sorties, il se retrouve face à une jeune étudiante qui l'intrigue particulièrement. Quelque chose dans son attitude lui rappelle les figures d'autorité qu'il a longtemps cherché à défier. Elle est confiante, calme, presque distante, une personnalité qui contraste avec les jeunes femmes insouciantes qu'il a l'habitude de croiser. Cette rencontre, bien qu'éphémère, déclenche en lui une profonde réflexion. Pour la première fois, il ressent une sorte de vulnérabilité face à une autre personne. Ce sentiment inattendu le déstabilise, car il remet en question son propre contrôle. Malgré cette rencontre, Ed n'abandonne pas ses habitudes. Ce moment de doute ne fait que renforcer son besoin de prouver sa domination. Il se promet de ne plus laisser qui que ce soit éveiller en lui des sentiments d'incertitude. Sa quête de contrôle devient alors plus intense, comme une lutte contre lui-même pour ne jamais montrer de faiblesse. Chaque nouvel acte devient une affirmation de son pouvoir, un moyen de cimenter sa propre perception de lui-même en tant que maître de son destin. Dans cette spirale sans fin, Ed se perd dans une quête de plus en plus destructrice, où la frontière entre ses désirs et la réalité s'amenuise. Son intelligence, jadis perçue comme un don, devient un outil au service de sa noirceur intérieure. Plus il avance, plus il est évident qu'il est incapable de sortir de cette emprise qui le consume. Et la société, pour l'instant, demeure aveugle à cette double vie, inconsciente du danger qui rôde dans ses rues. *** chapitre 4. L'escalade vers l'inévitable ***. Les semaines qui suivent renforcent la conviction d'Ed dans son besoin d'affirmer sa domination. Sa double vie prend une intensité nouvelle, et chaque sortie devient une occasion de repousser les limites, de perfectionner ses méthodes.
Il commence à s'identifier non plus seulement comme un simple homme intelligent cherchant à se fondre dans la société, mais comme un être qui transcende les règles ordinaires. Pour lui, ses actes prennent une dimension quasi symbolique. C'est comme s'il se voyait dans le rôle de quelqu'un qui impose sa volonté à un monde qui, depuis sa jeunesse, l'a toujours fait souffrir et rabaisser. Malgré l'ampleur de ses actions, Ed ne suscite toujours aucun soupçon. En société, il reste ce jeune homme courtois, sociable et intelligent. Il est même apprécié de certaines personnes qui le considèrent comme quelqu'un de discret et respectueux. Sa stature imposante et son visage calme le rendent paradoxalement rassurant pour beaucoup, et cette dualité entre son apparence et ses pensées lui procure un étrange plaisir. Manipuler les perceptions de ceux qui l'entourent devient une satisfaction en soi, presque aussi grisante que ses actes mêmes. Un soir, lors d'une de ses errances nocturnes, Ed croise une jeune femme faisant de l'autostop. En observant ses gestes et son visage, il détecte un mélange de naïveté et de confiance qui le conforte dans son pouvoir. Il s'arrête et lui propose de la conduire là où elle souhaite aller, feignant une gentillesse parfaite. Pendant le trajet, il engage une conversation légère, posant des questions anodines, cherchant à comprendre sa personnalité et ses faiblesses. Ces moments d'interaction, où il établit un lien de confiance, sont pour lui comme une danse subtile, un jeu où il teste les limites de son contrôle sur elle. Au fil de la discussion, il réalise qu'elle est enjouée, un peu insouciante, probablement peu habituée à la prudence face aux étrangers. Cette candeur le fascine et le rassure dans sa perception d'être au-dessus des autres. Loin de se douter de ses intentions, elle le voit comme un simple conducteur bienveillant, une figure rassurante en cette fin de soirée. Pourtant, Ed sait qu'il est sur le point de commettre un acte irréversible, un de plus dans sa quête dévorante de domination. Une fois éloigné des zones fréquentées, il choisit un lieu isolé pour s'arrêter. Dans cette atmosphère silencieuse, il ressent une forme de calme absolu, un moment où il se sent maître de son environnement. En exerçant son contrôle, il éprouve un étrange sentiment de plénitude, comme si ces instants lui permettaient enfin de se libérer de ses propres peurs et angoisses. Mais derrière cette façade de contrôle, un vide immense subsiste, une souffrance qui, paradoxalement, se renforce à chaque passage à l'acte. Ed se rend compte que malgré ses efforts pour combler ce vide, il ne fait que l'accentuer. Chaque acte de domination le pousse à en rechercher un autre, comme si rien n'était jamais suffisant pour apaiser son esprit tourmenté. Sa vie devient une spirale de plus en plus incontrôlable, un enchaînement de pulsions qui le pousse à aller toujours plus loin. Il comprend que cette quête de domination est en réalité une tentative désespérée de trouver un sens, une place dans un monde qu'il a rejeté dès son plus jeune âge. En parallèle, sa relation avec sa mère, Clarnell, devient de plus en plus tendue. Elle le critique sans cesse, l'accuse de paresse, d'incapacité à se faire une place dans la société. Pour Ed, chaque parole de sa mère est une blessure, un rappel de son passé, de ses années d'humiliation et de rejet. Clarnell incarne pour lui toutes les figures d'autorité qui, dans son esprit, ont contribué à sa souffrance. Cette relation devient une source de frustration constante, un détonateur pour sa colère et son besoin de revanche. Il se met à nourrir des pensées de plus en plus sombres à l'égard de sa mère. Elle représente pour lui la barrière ultime à sa libération, un obstacle qu'il pense devoir surmonter pour atteindre une forme de paix. Cette idée devient une obsession, une pensée qui, peu à peu, prend racine dans son esprit. Pour Ed, se libérer de l'emprise de sa mère serait l'acte ultime de domination, celui qui lui permettrait enfin de se sentir libre et en paix. Mais, paradoxalement, il est incapable de se détacher émotionnellement d'elle. Malgré les années de conflits et d'incompréhension, une part de lui continue de rechercher son approbation, comme un enfant cherchant l'affection de ses parents. Cette contradiction le ronge, le plongeant dans une dualité insupportable. Il veut dominer sa mère, mais il est aussi dépendant de son opinion et de sa présence. Ce paradoxe alimente davantage sa frustration, le poussant à des pensées de plus en plus extrêmes. Plus il avance dans cette spirale, plus il devient clair pour lui que l'issue de cette relation conflictuelle sera fatale. La tension accumulée entre eux ne peut que mener à une explosion. Ed ressent cette fatalité, une sorte de point de non-retour vers lequel il avance inexorablement. Pourtant, il continue de se rendre chez elle, de subir ses critiques, de chercher inconsciemment une validation qu'il sait qu'il n'obtiendra jamais. Ce chapitre s'achève alors qu'Ed, rongé par ses démons intérieurs, s'engage dans un processus de destruction irréversible. Son besoin de domination devient incontrôlable, une force qui le pousse toujours plus loin, vers des territoires où il n'a plus aucun repère. La société, toujours aveugle à ses activités nocturnes, ignore encore la profondeur de sa dualité et le danger qui s'apprête à exploser dans un acte de violence ultime. *** chapitre 5.
L'attention à son paroxysme astérisque. La dualité entre l'apparence d'Ed et son monde intérieur devient insupportable. À mesure qu'il continue ses actes de domination, une colère refoulée, nourrie par des années de ressentiment, devient de plus en plus difficile à contrôler. Ses pensées deviennent floues, hantées par la figure omniprésente de sa mère, Clarnell, qui, selon lui, a contribué à le façonner en ce qu'il est devenu. Elle est à ses yeux le symbole d'une autorité tyrannique, celle qui a toujours nié sa valeur, étouffé ses espoirs, et anéanti sa confiance en lui. Les critiques incessantes de Clarnell ne font qu'intensifier cette rage. Chaque remarque dévalorisante est un rappel des années de douleur et d'humiliation, une blessure qui se rouvre à chaque interaction. Pour Ed, Clarnell représente bien plus qu'une mère stricte, elle est la manifestation vivante de toutes les souffrances qu'il a accumulées depuis son enfance. Sa voix le hante, résonne dans son esprit comme une cloche obsédante qui le rappelle à sa propre impuissance. Dans un moment de lucidité, Ed réfléchit à sa propre incapacité à échapper à cette relation toxique. Il se rend compte que son besoin de contrôle, sa quête de domination, trouve sa source dans cette dynamique destructrice. Plus il y pense, plus il est convaincu qu'il doit se libérer de cette emprise pour trouver la paix. Cette pensée se transforme en obsession, il croit que la seule manière de se libérer est d'affronter cette figure maternelle qui l'a tant marqué. Pourtant, ce désir de confrontation est accompagné d'une profonde ambivalence, une peur enracinée de ce que cela implique. Dans cet acte ultime, Ed franchit une ligne qu'il s'était longtemps refusé à dépasser. C'est une libération, une délivrance, mais aussi le début d'une nouvelle réalité. Pour la première fois de sa vie, il est maître de son destin, libre de l'emprise de cette figure maternelle qui l'a hanté. Pourtant, à mesure que le calme retombe, un sentiment de vide s'installe. Il réalise que, malgré cette libération, une part de lui reste enchaînée aux souffrances du passé, à ce vide qu'il a cherché à combler par la domination et la violence. Ed comprend alors que, bien qu'il ait accompli cet acte, il ne se sent pas libéré. Le vide est toujours là, plus intense encore. Il a franchi un point de non-retour, mais la paix intérieure qu'il espérait n'est pas venue. Dans cette maison désormais silencieuse, il se retrouve face à lui-même, face à ses démons, comprenant que son voyage vers la libération ne fait que commencer. Une fois l'acte accompli, Ed est plongé dans un silence oppressant. La maison est figée dans une atmosphère lourde, presque irréelle, comme si le temps s'était arrêté. Le vide qui l'envahit est bien plus profond que tout ce qu'il a pu ressentir auparavant. Là où il espérait trouver la paix, il découvre un abîme encore plus sombre. Il réalise que cette confrontation, loin d'apporter la rédemption qu'il attendait, le laisse face à une solitude écrasante. Le poids de ses actes commence à peser sur lui, mais il n'y a personne pour le consoler, personne pour partager cette étrange libération teintée de désespoir. Il prend un moment pour s'asseoir dans le salon, là où Clarnell, quelques minutes auparavant, prononçait encore des mots cinglants. La scène semble presque surréaliste, il est seul, enfin délivré de sa présence, et pourtant il ne ressent aucune satisfaction. Au lieu de cela, un sentiment de culpabilité s'insinue doucement en lui, ébranlant sa confiance. Pendant des années, il a nourri la conviction que se libérer de cette figure maternelle était la solution à tous ses problèmes. Mais désormais, il se rend compte que sa douleur n'était pas seulement liée à elle, elle faisait partie intégrante de lui, une souffrance enracinée qu'il ne peut simplement effacer par un seul acte. Cherchant un semblant de répit, Ed se lève et parcourt la maison, ses pas résonnant dans le silence. Il observe les objets familiers, chaque détail qui fait partie de l'univers de sa mère. Les meubles, les photos, les livres, tous ces éléments qui, à ses yeux, symbolisaient autrefois son autorité oppressante, semblent maintenant inoffensifs, vidés de leur pouvoir. Il se rend compte que, dans sa quête de libération, il a projeté toute sa haine sur cette figure maternelle, mais que ce n'est finalement pas elle qui le hantait, mais plutôt ses propres insécurités, ses propres failles. La solitude s'intensifie à mesure qu'il comprend l'ampleur de ses actes. Ce silence, bien qu'apaisant par certains aspects, devient rapidement insupportable. Il n'a plus personne à qui parler, personne sur qui projeter ses frustrations. Il est désormais seul, face à lui-même, face à ce qu'il est devenu. La domination qu'il recherchait, cette quête de contrôle, le mène finalement à une impasse. Sans l'opposition constante de sa mère, il n'a plus de raison de continuer à se battre, plus de but. Dans un moment d'introspection, il repense à toutes les jeunes femmes qu'il a croisées, à ses actes passés, et il se rend compte qu'il n'a jamais vraiment compris ce qu'il cherchait à accomplir. Chacune de ses actions, qu'il percevait comme des victoires, ne faisait que renforcer le vide en lui. Ses tentatives de trouver du réconfort, de combler ce manque intérieur par la domination, étaient en réalité des fuites, des tentatives de se détourner de lui-même. En regardant par la fenêtre,
Il voit la nuit tomber, enveloppant la maison dans une obscurité totale. Pour la première fois, il ressent une peur profonde, non pas de la punition ou de la justice, mais de ce qu'il pourrait devenir s'il continue sur cette voie. Il comprend qu'il est pris dans un cercle vicieux, une spirale de violence et de solitude qui ne le mènera jamais à la paix qu'il espère. Son intelligence, autrefois source de fierté, se révèle être un fardeau, car elle l'empêche de se détourner de cette réalité terrifiante. Ed sait qu'il a atteint un point de non-retour. L'idée de se confier, de chercher une aide quelconque, le traverse un instant, mais il la rejette aussitôt. Qui pourrait comprendre un esprit aussi tourmenté, aussi divisé que le sien? Le monde extérieur, avec ses règles, ses jugements, ne peut pas saisir la complexité de ses sentiments. Il est seul, irrémédiablement seul, condamné à affronter ses propres démons sans l'espoir d'un quelconque réconfort. Il se lève finalement, déterminé à quitter cette maison, à échapper à ce lieu imprégné de souvenirs douloureux. Mais au moment de franchir la porte, il est pris d'une hésitation, une sorte de paralysie. Il se rend compte qu'en quittant cet endroit, il laisse derrière lui tout ce qui constituait sa vie jusqu'ici. Il entre dans une nouvelle phase, une existence marquée par une absence totale de repères, de but, de sens. Le vide qu'il ressent est désormais sa seule compagne, une présence silencieuse mais implacable qui le suit à chaque pas. Alors qu'il se dirige vers sa voiture, il regarde une dernière fois la maison. Ce lieu de souffrance et de confrontation a été, pendant des années, le centre de son existence, et maintenant, il n'est plus qu'un souvenir, une étape vers une destinée incertaine. Ed sait qu'il ne reviendra jamais ici, que cette porte qu'il ferme symbolise la fin d'un chapitre de sa vie. En démarrant le moteur, il sent une étrange forme de libération, mais aussi une peur indicible de l'avenir. Son esprit est embrouillé, partagé entre la satisfaction d'avoir enfin franchi cette étape et l'angoisse de ce qu'il pourrait devenir sans cette figure maternelle pour canaliser ses pulsions. Alors qu'il s'éloigne, l'obscurité de la nuit semble se refermer autour de lui, comme un rideau sur cette scène de chaos intérieur. Ed conduit sans but précis, traversant les rues désertes, enveloppé par la nuit. La voiture avance dans le silence, et chaque kilomètre parcouru le plonge plus profondément dans ses pensées, dans un voyage introspectif aussi sombre que la route devant lui. La tension accumulée depuis des années se relâche enfin, mais elle laisse place à un immense vide, un gouffre qui s'étend à perte de vue dans son esprit. Ce vide le terrifie, car il réalise qu'il a passé toute sa vie à essayer de combler quelque chose d'inexplicable, un manque qu'il n'a jamais su définir. Les souvenirs affluent sans cesse, et dans l'obscurité de la voiture, ils prennent une intensité nouvelle, presque oppressante. Il repense aux années d'enfance passées dans cette maison, aux remarques acerbes de sa mère, aux moments de solitude où il imaginait des scénarios pour échapper à cette vie qu'il ne supportait plus. Tous ces souvenirs défilent, et il prend conscience qu'ils forment les pièces d'un puzzle qu'il n'a jamais su assembler. Chaque acte, chaque pensée violente, semble désormais prendre sa source dans une blessure profonde, une blessure qu'il a ignorée ou mal comprise toute sa vie. À mesure qu'il conduit, il sent une fatigue accablante l'envahir. Ses yeux sont lourds, et la route devant lui se floute, comme si la réalité elle-même devenait incertaine. Pour la première fois, Ed se sent vulnérable, face à lui-même, sans cette carapace de domination qui le protégeait autrefois. Il se rend compte que le contrôle qu'il cherchait à imposer aux autres n'était qu'un miroir de son propre besoin de s'affirmer, de prouver sa propre existence face à l'indifférence de sa mère, face à une société qui n'a jamais su le comprendre. Il se gare finalement sur le bord d'une route isolée et coupe le moteur. Le silence s'impose de nouveau, et, dans cette immobilité, il ressent l'ampleur de sa solitude. Le monde autour de lui est désert, et il est seul avec ses pensées, avec ce vide qu'il ne peut plus ignorer. Il ferme les yeux et laisse ses souvenirs le submerger, espérant trouver dans cette introspection un semblant de réponse, une explication qui pourrait apaiser son esprit. Le visage de Clarnell lui apparaît encore, mais cette fois, il ne ressent plus la même colère. À la place, un étrange mélange de tristesse et de résignation s'installe en lui. Il comprend que cette relation toxique l'a façonné, mais il réalise aussi qu'il est désormais seul responsable de ses choix, de ses actions. Sa mère n'est plus là pour le hanter, pour lui rappeler ses faiblesses. Ce fardeau, il doit désormais l'assumer seul. Cette prise de conscience, bien qu'effrayante, lui offre une lueur d'espoir, une chance de reconstruire quelque chose, même si la tâche lui semble insurmontable. Mais ce chemin de rédemption est semé d'embûches. Ed sait qu'il porte en lui une part sombre, une violence qu'il a nourrie pendant des années. Il se demande s'il est vraiment possible de changer, de se libérer de cette nature qui semble faire partie intégrante de lui. L'idée de vivre avec ce poids, de lutter continuellement contre ses pulsions, le décourage. Dans cette solitude, il se retrouve face à ses propres limites,
face à cette part de lui-même qu'il a toujours évité de confronter. L'aube commence à poindre à l'horizon, apportant avec elle une lumière pâle et froide. Ed observe le lever du soleil, et pour la première fois depuis longtemps, il ressent un léger apaisement. Ce spectacle simple, cette lueur qui perce les ténèbres, lui rappelle que même dans la nuit la plus sombre, il existe une possibilité de renouveau. Mais il sait aussi que ce chemin vers la paix intérieure sera long et difficile, un combat qu'il devra mener seul, sans le soutien de personne. Finalement, Ed reprend le volant et décide de se rendre quelque part, n'importe où, tant que cela lui permet de fuir cette nuit interminable. La route devant lui est incertaine, mais il sait que, désormais, il doit faire face aux conséquences de ses actes, qu'il doit assumer cette existence qu'il a choisie, qu'il doit affronter ses propres ténèbres pour espérer trouver, un jour, un semblant de paix. Alors qu'il reprend la route, Ed sent qu'il entre dans une sorte de transe. Les kilomètres défilent, mais il ne remarque plus le paysage, plongé dans une contemplation intérieure. Cette fuite n'est pas seulement physique, elle est avant tout mentale. Il cherche à échapper à lui-même, à se distancer de ses actes, de son passé, comme si le mouvement pouvait effacer la douleur qui le consume de l'intérieur. Pourtant, chaque instant passé seul dans cette voiture l'oblige à affronter la vérité. Plus il tente de fuir, plus le poids de sa conscience s'alourdit. Il se souvient de la période de sa jeunesse où il trouvait refuge dans l'imagination, se créant des mondes où il pouvait être libre, où il n'avait pas besoin de prouver sa valeur. Mais aujourd'hui, ses rêves d'évasion se sont transformés en cauchemars, et chaque image de son passé lui rappelle la réalité de ce qu'il est devenu. Il ne peut plus échapper à ce qu'il ressent au fond de lui. Les souvenirs de ses actions le hantent, et il comprend que cette souffrance est désormais son fardeau. Ed pense au visage des jeunes femmes qu'il a croisées, à leur innocence, à la façon dont il a projeté sur elles une violence qui n'avait rien à voir avec elles. Ces actes, qu'il justifiait autrefois par un besoin de contrôle, lui apparaissent maintenant sous un jour brutal. Il ressent un poids immense de culpabilité, une douleur qu'il n'avait jamais envisagée, car il comprend que, derrière chaque acte, se cachait son propre désespoir, sa propre incapacité à se comprendre lui-même. Il se gare de nouveau, cette fois sur une colline surplombant la ville endormie. Les lumières qui scintillent en contrebas lui paraissent si lointaines, si inaccessibles. Il se rend compte qu'il est étranger au monde qui l'entoure, qu'il n'a jamais su s'y intégrer. Ce monde lui paraît désormais comme un lieu de paix, un lieu où les gens vivent sans être hantés par de telles ténèbres. Ed ressent un immense décalage, une barrière invisible qui le sépare de cette humanité qu'il observe de loin. Dans un moment de désespoir, il imagine ce que serait sa vie s'il avait pris une autre voie, s'il avait trouvé un moyen de se libérer de sa douleur autrement. Ses pensées, bien qu'apaisantes, sont rapidement balayées par la réalité. Il sait qu'il est trop tard, qu'il a franchi une limite qui ne peut être effacée. Pourtant, dans cet instant de lucidité, il commence à entrevoir une vérité simple. Son besoin de contrôle, sa violence, n'étaient que des manifestations d'une souffrance profonde, d'un vide qu'il n'a jamais su combler. Alors qu'il reste là, à observer la ville, il prend conscience que la seule issue possible est de faire face à ses propres démons, d'accepter sa part de ténèbres au lieu de la fuir. Mais cette idée l'effraie autant qu'elle le fascine. L'idée de se confronter à lui-même, de s'exposer à sa propre vulnérabilité, le terrifie plus que tout. Il comprend qu'il devra faire ce voyage intérieur, mais il ne sait pas s'il aura la force d'affronter ce qu'il y découvrira. L'aube approche à nouveau, et Ed, épuisé, prend une décision. Il doit arrêter de fuir, cesser cette errance sans fin. Peut-être existe-t-il un moyen de trouver la paix, d'accepter cette part de lui-même qu'il a toujours rejetée. Il sait que ce sera un chemin long et difficile, un combat qu'il devra mener seul, sans l'espoir de rédemption, mais il réalise aussi que cette prise de conscience est peut-être sa seule chance d'échapper à cette spirale de violence. En redémarrant la voiture, Ed sent un léger apaisement, une lueur d'espoir fragile mais présente. Il ne sait pas où ce voyage le mènera, mais il comprend que l'important n'est plus la destination. Il est prêt, enfin, à faire face à ses propres ténèbres, à plonger dans cet abîme intérieur qui le hante depuis tant d'années, espérant qu'au bout de ce chemin, il trouvera peut-être la paix qu'il n'a jamais pu atteindre. Le parcours d'Ed Campé, d'une enfance marquée par la souffrance à une quête de rédemption, nous plonge dans l'abîme de la psychologie humaine. À travers ses actes, ses luttes intérieures et son combat avec sa propre identité, il nous rappelle que le véritable voyage vers la paix intérieure passe par la confrontation de soi-même. Ce n'est pas simplement un récit de violence, mais une réflexion sur l'isolement, la culpabilité et la difficile recherche de la rédemption. La fin de ce voyage, marqué par une décision de faire face à ses ténèbres intérieures, laisse entrevoir une possibilité, aussi fragile soit-elle, de guérison. Ed comprend que, malgré son passé sombre, il est seul maître de son avenir.
Toutefois, il devra avant tout accepter sa propre réalité, ses limites et ses imperfections.